Hello la BTX Nation, on y revient et on va parler d'un sujet qui est en fait un sujet très 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 important. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop et c'est pour ça que je voulais commencer par ces sujets. C'est la bourse de Kinshasa. Si vous avez vu l'information passer, en début du mois, il y a eu déjà un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale, un projet qui a été voté je crois qu'on était à 347 voix. Pas de non. C'est-à-dire que pour une fois, je ne sais pas si on a eu des projets comme ça qui passent comme ça à l'unanimité, donc tout le monde, pouvoir, opposition, il n'y a pas eu même il y a personne qui s'est abstenu, donc voilà, il est passé. Ça veut dire que le besoin, il semble être pertinent et tout le monde est d'accord qu'on veut passer à un autre niveau. Donc le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale le 5 juin. Il a été envoyé au Sénat pour examen et je pense que le projet est à ce stade-là. Mais ça nous renvoie déjà quand même à essayer de comprendre c'est quoi ce marché boursier. Je sais que c'est des choses quand on entend parler de marché boursier, tout de suite on pense à la New York Stock Exchange, Wall Street, des ventes des parts, des rachats. On a vu SpaceX la semaine passée qui est passé à une vente pharaonique avec Elon Musk qui est devenu le premier trillionnaire du monde. Donc oui, voilà. Donc je pense que c'est quand même un sujet du moment et boum, la RDC on se retrouve au milieu de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce marché boursier, Christopher? Dès que tu as vu ça, qu'est-ce que ça t'a dit? Je sais que tu travailles beaucoup dans ce domaine, tu accompagnes les entreprises, les entrepreneurs à lever des fonds, à pitcher, à chercher des investisseurs. On est dans ton domaine. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ces informations? Moi, je me suis dit, il était temps. Il était temps qu'on arrive à ce stade-là parce que c'est pas un sujet qui est nouveau. D'abord, dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est au 15e ou 16e siècle que la première bourse a vu le jour. Parce qu'il fallait financer. Donc, tu vois l'écart. Parce qu'il fallait financer, je pense, des compagnies maritimes qui devaient aller récupérer des épices des Indes, des choses comme ça. Et il fallait des gros sous pour ça. Il fallait lever des fonds et c'était un moyen pour le faire. Donc c'est un vieux sujet. Même quand j'étais à l'université, on parlait de ça. De façon théorique, on parlait de c'est quoi les préalables, etc. pour mettre ça en place. Donc c'est un vieux sujet. Donc là, quand on arrive à ce stade-là, il était temps. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne c'est quoi la bourse et ça concerne qui. Parce qu'en réalité, la bourse, au fond, c'est quoi? C'est juste un lieu où il y a les acheteurs et les vendeurs. Mais de quoi? C'est comme un marché, n'importe quel marché. À Zando, on vend des tomates, mais là, on vend des titres. Et dedans, il y a deux types de titres. Il y a les titres de propriété et les titres de dette. C'est quoi la différence? Et les titres de propriété, ça va être typiquement des morceaux d'entreprise. Donc, des actions, un pourcentage de SpaceX, des choses comme ça. Et les titres de dette, c'est des créances que l'on doit, que l'entité émettrice, ça peut être une entreprise ou même un État avec différentes maturités qui met sur le marché pour se financer. Et une bourse a, on va dire, deux chambres. Quand on dit que SpaceX a fait son IPO, son introduction en bourse, en fait, SpaceX est passé par la première chambre, c'est-à-dire que elle a récupéré des fonds. Donc, elle a émis des parts pour avoir du cash et ce cash est entré dans la trésorerie de SpaceX. Mais maintenant, ce cash-là est en libre, le cash, les titres est en libre circulation dans le sens où n'importe qui détient le titre peut le revendre à qui il veut. Et s'il revend son titre, l'argent ne va plus dans l'entreprise, mais va chez la personne qui portait le titre. Donc, en fait, il y a toujours ces deux éléments qu'il faut considérer. Donc, il y a le marché primaire où on fait la première émission, et puis il y a le marché secondaire où tout le reste se produit, qui est ce qu'on appelle le marché d'occasion, quoi. Donc, il faut avoir ces deux nuances en tête. Peut-être, dernier élément, il faut aussi comprendre que ça concerne en général les grandes boîtes. Parce que les exigences pour pouvoir faire une IPO sont telles que les PME sont généralement exclues. Ça, c'est une douche froide pour ceux qui pensaient qu'on était concernés.
Mais dans ce cas, je comprends. Donc, voilà, je sais que quand on parle comme ça de bourse, des fois, on a tendance à penser à un bâtiment, ce qu'on voit la New York Stock Exchange. Voilà, on voit un peu la grandeur de New York. Bon, de l'autre côté, on pense aussi que c'est que des lois. Il y a sûrement aussi la plateforme qui va être impliquée. Ouais. Mais au-delà de tout ça, je comprends. Donc, il y a un niveau quand même de confiance qui doit s'installer. Oui. Parce que pour qu'il y ait des achats, c'est-à-dire qu'il y a de la donnée qui est partagée et une donnée de confiance, c'est-à-dire une donnée qui te pousse à toucher au fond de ta poche pour sortir de l'argent et acheter. Et donc, et moi, je me pose quand même la question, quelles sont les entreprises qui sont prêtes? Si aujourd'hui, c'est marché boursier. Parce que je veux quand même qu'on comprenne un peu les étapes, ouais. Les étapes pour mettre en place un marché boursier. Déjà, on est à l'étape préliminaire, donc on est encore au niveau d'un projet de loi qui doit passer de cette étape à une étape de l'adoption. C'est-à-dire que, bon, voilà, déjà passé à l'Assemblée nationale, le Sénat fait un examen, sûrement il va être adopté, et après, il va avoir la promulgation, la signature, ainsi de suite. Et après, on doit maintenant mettre en place ce marché boursier, cette bourse de Kinshasa, ouais. Qui est aussi un processus. D'ailleurs, je ne sais pas si Christophe, j'ai vu qu'il préciser, il y a deux Christophe. Christophe. Mais toi, tu n'es pas Christophe, toi, tu es Lynx. Tu es Lynx. Oui. Alors, Lynx, il y a un accord de partenariat qui a été signé. Je ne sais pas si on l'a. Avec la société financière, la société, savez quoi, SFI, Société financière internationale, du groupe de la Banque mondiale. Oui, de la groupe de la Banque mondiale il y a eu une signature la semaine passée pour le développement de ces marchés boursiers. Quand tu vas trouver ça, tu vas nous faire signe, comme ça on va regarder un peu les détails. Mais en attendant, Christopher, si aujourd'hui le marché boursier devenait opérationnel, ouais. À ton avis, quelles sont les entreprises en RDC qui seraient listées sur ces marchés? En tout cas, déjà, ce serait un choix. C'est pas d'abord obligatoire. Ça, il faut aussi le dire. C'est une entreprise qui décide de se faire coter. Okay. C'est pas toute entreprise qui va se dire il faut d'abord avoir besoin de lever des capitaux et ensuite il faut aller se faire coter pour les lever à cet endroit. Alors, quelle entreprise est capable, même s'ils les voulaient, parce que même ceux qui le veulent ne sont pas toujours éligibles. Ouais. C'est-à-dire, si tout était réuni, quelles entreprises, à ton avis, seraient actuellement, essentiellement, toutes les grandes entreprises type banque, je pense que toutes les banques sont éligibles parce qu'elles sont déjà soumises à des règles assez strictes et sont habituées à publier régulièrement des résultats en ayant notamment, on va dire, des commissaires aux comptes qui sont relativement crédibles. Donc, parce qu'en fait, il y a plusieurs obligations. Il faut déjà avoir une obligation de taille, il faut avoir une obligation réglementaire, donc il y a pas mal de choses à faire. Mais typiquement, pourquoi en fait d'ailleurs il faut une loi? La loi, c'est juste pour encadrer. C'est comme la banque. En fait, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'une réglementation pour que les gens puissent créer une activité de banque. C'est quoi? C'est on prend de l'argent et on prête. Donc c'est quelque chose qui se fait en informel tout le temps. Mais pourquoi la réglementation? Pour faire en sorte que les règles du jeu soient communes à tous. Et d'ailleurs, même New York Stock Exchange, c'est une entreprise. C'est juste une boîte qui joue ce rôle de mettre ensemble les acheteurs et les vendeurs et de gérer tout ce qui concerne. Donc c'est une boîte, c'est une entreprise à part entière. C'est pas l'État. Détenue par qui? C'est une entreprise privée. Mais oui, c'est une entreprise privée qui joue le rôle de place de marché. Imaginez Zando. On va dire Zando appartient à l'État ou à la commune qui loue les espaces ou des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais ça peut aussi être un privé qui a son espace et qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de se faire confiance à travers différents mécanismes. Parce que quand on achète des titres, il faut les détenir. Ces titres-là, en général, c'est du papier. Maintenant, ça a changé parce que on peut aller auprès d'une banque, avoir des comptes titres. Les titres ne circulent plus. Mais à l'époque, les titres circulaient. Donc, moi, je te donne de l'argent. En échange de l'argent, toi, tu vas me donner le titre avec un acte de vente et on paye à l'État ce qu'il est censé avoir. Et moi, j'ai le titre en contrepartie. Depuis un moment, et du coup, tu vois, il y a pas mal de business tout autour de ça. Parce que généralement, les individus n'ont pas le droit eux-mêmes d'aller passer les ordres. Il faut des gens qui sont assermentés, qui sont des courtiers, qui eux passent les ordres pour le compte des individus. Vous voyez? Un individu n'achète pas directement les parts, non? Non, on passe toujours par des courtiers. Ah bon? Toujours. C'est comme le Forex aujourd'hui.
qui est le marché d'échange, qui permet en réalité à toutes les entités qui peuvent y accéder d'acheter des devises. Aujourd'hui, même toi, tu peux acheter dans le marché d'échange pour spéculer, par exemple, mais tu vas passer par un courtier. Bon, nous aussi, RDC, on a souvent été connus comme zone rouge, donc c'est pas facile de trouver un courtier qui accepte de dealer avec toi, mais il y a GF des banques qui sert de courtier, notamment pour le Forex. Je ne connais pas encore très bien des courtiers pour les marchés actions, en particulier US, mais en Europe, c'est votre banque, c'est assez aisé de le faire, quoi. Donc c'est une entreprise à part entière. Wow. Je venais de tomber sur l'article qui parle à propos de la signature de l'accord de développement du marché boursier de Kinshasa. Je peux lire un peu ce qu'il dit. Selon les parties signataires, le programme s'articule autour de plusieurs axes stratégiques, notamment le développement du cadre réglementaire, la mise en place des infrastructures du marché financier, le renforcement des capacités des acteurs, le partage des connaissances, l'élargissement des bases des investisseurs, ainsi que l'accomplissement des premiers opérateurs boursiers. C'est intéressant, ça veut dire que et CFI est un acteur aussi majeur dans le développement de ces marchés boursiers. Mais si c'est privé, qui va avoir, qui aura les droits sur ça? Ça va être privé à l'État ou? Ça peut être, c'est une entreprise. En fait, j'ai envie de dire, une bourse, c'est vraiment il faut le voir comme un marché. J'ai envie de dire, la meilleure façon de regarder ça, c'est de voir un marché et de se dire, ce marché, c'est un lieu, qui peut être physique ou virtuel, où celui qui a besoin d'acheter rencontre celui qui a besoin de vendre. Celui qui a besoin d'acheter vient et dit, moi, je veux acheter une tomate pour $10. Celui qui a besoin de vendre dit, moi, j'ai ma tomate, mais je vais la vendre pour $20. Et c'est quand les ordres d'achat et de vente s'entrecroisent, c'est-à-dire que lorsque celui qui a 10, il voit que là-bas, il veut vendre à 20 et se dit, bon, moi, je monte à 15, et que celui qui a 20 dit, bon, moi, je descends à 15, que ça passe. Et toute l'opération là de logistique de la tomate va où, on perçoit comment on se rassure que l'acheteur a bel et bien l'argent et que le vendeur a bel et bien le produit, c'est organisé par le marché. Okay. Et cet organisateur-là, cet opérateur-là peut être une entité privée, tout comme une entité publique, parce que c'est purement technologique. C'est un lieu, et puis vous vous entrecroisez les ordres. C'est tout. Et vous branchez maintenant une multitude d'acteurs, et parmi ces acteurs, il y aura les courtiers qui, eux seuls, ont le droit de passer les ordres. Et puis, vous avez les donneurs d'ordre qui vont être les clients lambda, institutionnels ou particuliers. Ils vont dire, moi, j'ai envie d'acheter pour $1000 d'actions de telle entité. Moi, j'ai envie de vendre pour autant, et ainsi de suite. Et il n'y a aucune obligation pour les sociétés d'être cotées. J'insiste. Donc, on peut avoir une grande société de la place qui dit, moi, ça sert à rien, j'ai pas besoin d'aller là-bas, j'y vais pas. C'est tout. Mais, à ton avis, pourquoi la RDC a traîné? Parce que je pense que il y a quand même pas mal de pays en Afrique maintenant qui ont... Il y a 39. Il y a 39 places boursières en Afrique. 39 marchés boursiers en Afrique? Oui, 39 places boursières en Afrique. Ah oui? Oui. Même aux États-Unis, il y en a plus. New York Stock Exchange, c'est juste... C'est juste les plus connus, mais il y en a plus parce que, évidemment, tu dis que c'est privé, donc... C'est des opérateurs. Mais pourquoi nous, on a traîné à ton avis? Est-ce qu'on n'est pas... Je me posais la question, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas structuré? Est-ce qu'on s'est jamais placé pour créer des lois autour? Parce que, à part le marché, dire qu'il faut aussi créer un peu tout l'écosystème autour, les lois, la législation. C'est comme je te disais, l'un des premiers marchés qui a eu lieu au monde, je crois que c'était dans les Pays-Bas, Hollande ou quelque chose comme ça. Comme je te dis, c'était au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il y avait au XVIe siècle en Europe? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les TGV. Donc je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire de notre pays, on est quand même mieux, entre guillemets, fourni, ne fût-ce que par Internet, que ce qu'étaient les Pays-Bas au XVIe siècle. Donc le problème, c'est d'abord un problème de climat des affaires et de stabilité, j'ai envie de dire, d'un cadre des affaires. Et ça passe par une stabilité politique aussi. On ne doit pas avoir tout le temps des choses qui changent, on ne doit pas avoir tout le temps des manifestations ou des problèmes de sécurité. On doit avoir un cadre réglementaire qui soit stable. On ne doit pas se réveiller un matin et puis paf, des nouvelles taxes ou des choses comme ça qui tombent. On doit aussi avoir la possibilité de savoir qui est qui, parce que en réalité, on peut pas acheter pour avoir un compte titre, il faut être nommé, même si on peut passer par plusieurs mécanismes, avoir des comptes offshore, passer par des prêts. Non, il y a toujours moyen de entre guillemets, comme le fait un tout petit peu, mais voilà, il faut quand même être en mesure d'identifier la population, identifier les gens. Donc, c'est tout ça, en fait. J'ai envie de dire, nous souffrons du climat des affaires. Donc, si le climat des affaires est simple,
facile, ça facilite au fait qu'on mette en place aussi une place de marché parce que tous les acteurs savent à quoi s'en tenir. Mais tant que c'est compliqué, tant que vous pouvez vous lever un matin et qu'il y a un souci de sécuritaire ou quoi que ce soit, bien sûr. Ça pose un problème. Donc moi je veux dire, donc le signal il est bon. À ton avis, est-ce que le signal il est bon ou on a juste poussé peut-être un projet mais on n'est pas encore prêt? Non, pour moi, on aurait dû le faire depuis longtemps de toute façon. Anyway, parce que ce n'est pas... y a des pays où il y a eu des problèmes aussi. On n'est pas le pire État, le pire pays de la Terre. Je crois qu'il faut pas tomber dans ça. Donc, on n'est pas le pire État. Et il y a des États qui ne sont pas, qui ont eu aussi des marchés. Il y a ce qui dirait ça. En tout cas, moi, je considère, on est intelligent, on a les compétences, on a les capacités. On a tous les atouts. Il nous faut une bourse de toute façon. On en a besoin parce qu'en fait, malheureusement, on veut faire peser sur l'État et sur les banques un trop lourd fardeau du financement de l'économie. Alors qu'en fait, il y a tout un pan qui ne devrait pas être... c'est pas le rôle de la banque de financer les startups. C'est pas son rôle, c'est pas son business en réalité. Le risque est trop grand. Même quand on dit qu'il y a de l'argent, et effectivement, il y a de l'argent, il suffit de regarder le total épargne de toutes les banques. Je crois qu'on doit dépasser 10 milliards de dollars, je pense. Fact-checker. Et quand on compare avec ceux qu'ils prêtent, on se rend bien compte qu'il y a un décalage, donc il y a de l'argent. Néanmoins, les maturités de cet argent-là, parce que 80% de ce dépôt-là est à vue, on peut pas s'en servir pour financer des trucs sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'insiste, j'ai dit qu'il y a des titres des dettes parfois qui sont sur 30 ans. Il y a des États qui empruntent sur 30 ans et quand ils arrivent à la 30e année, ils roulent la dette. Ils payent juste les intérêts, ils roulent la dette. Donc, ils réempruntent pour continuer. Tu vois, donc ça, on peut pas le faire avec les dépôts à vue. Il faut tout un système. Ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont? Vous prenez les États-Unis, ils ont des fonds de pension. Le fait que les gens cotisent pour leur retraite, ça fait qu'il y a une masse d'argent qui est gardée quelque part et qui, au lieu de rester juste dans la banque, doit être investie. Cette masse est utilisée. Il y a les assurances. Le fait que les préjudices ou les sinistres n'arrivent pas tout le temps, mais qu'il y a une masse d'argent qui est dépensée, qui est sortie pour les assurances, ça fait qu'il y a de l'argent qui doit être investi et ça crée les conditions. Nous, on n'a pas ça. Donc, ça rend les choses un peu plus compliquées, mais il y a quand même une masse de gens qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans l'immobilier, qui nous créent d'ailleurs une bulle dans la plupart des grandes villes, pour rien, et qui pourraient en partie être utilisés pour financer des acteurs locaux qui, plus tard, peuvent faire des IPO. Maintenant, moi, je me pose quand même la question, je me dis, je crois que tu as dit un peu avant, là, et ça me pose quand même la question. C'est pour les grosses boîtes, les PME, on a encore du chemin. Est-ce que on s'est excité trop vite sans comprendre? Qu'est-ce qu'il faut? Ça va nous prendre combien de temps pour qu'on ait... Voilà, je sais qu'on parle de PME selon un seuil. Déjà, quand on parle de PME, on parle de quoi? On parle en termes de chiffre d'affaires, on parle en termes de quoi? Il y a plusieurs critères. Généralement, c'est le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Bon, moi, dans mes bouquins, donc dans mes 2 livres, Instant Pub, 50 idées de business à Kinshasa. J'attends ici. Il y a de l'espace ici. J'attends encore le livre là. Ouais. Donc moi, je considère que quand on est en dessous de 400 000 $ par an, on est une petite entreprise. Et quand on est en dessous de 100 000, on est une micro-entreprise, on va dire. Mais bon, selon la DGI, quand vous êtes en dessous de, je pense, 40 000 $, vous êtes une micro-entreprise. Entre 40 000 et un seuil qui n'ont pas fixé, vous êtes une moyenne entreprise. Donc, on n'est pas concerné par la bourse. Moi, en tout cas, on va checker. Je vais demander à ChatGPT, peut-être qu'il me donnera une information. De tout ce que moi j'ai étudié, ça concerne, et je pense que de ce qu'on voit, ça concerne les grandes boîtes. Néanmoins, quand est-ce que ça peut impacter toute la chaîne de valeur? Parce qu'en fait, quand on a un climat des affaires qui est serein, qui est bien, et qu'on a les acteurs économiques qui sont interconnectés, ça fait qu'en fait, les grandes boîtes, elles lèvent des fonds pour financer des projets d'investissement. Et dans le cadre de ces projets d'investissement, il faut travailler avec des acteurs locaux, il faut des PME, il faut des fournisseurs de briques, des fournisseurs de ceci. Je pense que c'est là que ça devient intéressant parce que la grande boîte va emprunter à un taux qui sera beaucoup plus intéressant que le taux qu'il aurait au niveau d'une banque, par exemple. Par exemple, imagine quelqu'un qui lève des fonds propres auprès d'un marché comme ça, dans la première chambre. En fait, il n'y a pas de taux, quoi. Il n'y a pas un taux. C'est comme s'il a des nouveaux actionnaires qui acceptent le mariage. Si ça pète, ça pète ensemble. Mais
Donc, il y a pas la pression de, faut rembourser avec intérêt. Après, Il y a la pression de, faut avoir du résultat, mais pas la pression de rembourser avec intérêt. Donc, ce qui permet, par ricochet, de financer carrément l'économie par ruissellement. Mais maintenant, derrière, il faut avoir des PME structurées, pertinentes et un système qui favorise que les grandes entreprises donnent des marchés aux PME. Ça, c'est une autre question. Est-ce que toutes les entreprises publient leurs offres? Est-ce que toutes les entreprises ont des conditions souples qui permettent à ce que les PME congolaises puissent également souscrire? Ou est-ce que c'est pas le cas? C'est toute la question. Sinon, on n'aura pas de ruissellement. C'est la même question qu'on se pose dans le cadre des sous-traitants. C'est sûr, c'est sûr. Donc, je comprends que là, on va continuer à batailler quand même sur les autres formes d'investissement et des levées de fonds, des financements, le crowdfunding, le business angels. C'est encore ça les niveaux des PME. C'est encore ça. Malheureusement. Le marché boursier, c'est les grandes boîtes. Et puis c'est bizarre quand même parce que maintenant que tu en parles, je me rappelle, SpaceX ne vient que d'entrer sur les marchés boursiers que la semaine passée. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont jamais eu besoin de lever plus de fonds? C'est quand même une grosse boîte. Déjà parce qu'ils levaient des fonds par des investisseurs institutionnels qui mettaient de l'argent. Je pense que Google doit être un investisseur de SpaceX, par exemple. On le dit pas assez, mais Google est dedans. Il y a plein de grandes boîtes, des Peter Thiel qui sont investisseurs de SpaceX ou de Tesla parce que finalement, c'est un peu tout ça fusionné. Mm-hmm. Et du coup, le private, c'est pour ça que je dis, c'est même pas une obligation. Il y a des gens qui arrivent à se financer avec le private, tranquille, ils ont suffisamment d'argent, ils n'ont pas besoin de gosses publics pour ça. Et aussi, une autre chose, ce qui est intéressant aussi avec le fait d'aller, de devenir public, donc de coter son entreprise, c'est la facilité pour céder ses parts. Parce que là, on a une valorisation qui se fait au marché et souvent, elle est supérieure à la valorisation de quand on n'est pas coté. Et ça facilite les choses. Parce que ça aussi, c'est un gros challenge. Comment rendre liquide ces actifs? Même si en réalité, comme on peut le dire, on a dit qu'il est le premier trillionnaire, la réalité, c'est que s'il décide de vendre ses parts pour toucher le trillion, là, il sera plus trillionnaire. Parce que dès qu'il va commencer à vendre ses parts, ça va créer une panique. Les gens vont se dire, mais pourquoi il vend? Peut-être il y a un souci. Ils vont commencer à vendre, le prix va commencer à baisser et en fait, il récupérera pas cette somme-là. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Et une chose aussi importante qu'il faut dire. SpaceX fait pas d'argent. Évidemment. D'ailleurs, il y a une petite polémique là qui dit que voilà la réglementation sur tout ce qui est les IPO a été tordue juste pour permettre à SpaceX de pouvoir être coté. SpaceX fait pas d'argent. SpaceX est une boîte qui est déficitaire, qui a perdu, je crois, 4 milliards de dollars. Fact-checker. Mais qui aujourd'hui pèse autour de 2 milliards de dollars. Si on fait le ratio entre son chiffre d'affaires et sa valorisation, on se rend compte que Apple, qui est valorisé à peu près à 4 000 milliards de dollars, doit avoir autour de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, sans compter ses bénéfices. SpaceX, qui est valorisé à 2 000 milliards de dollars, doit avoir, je pense, en termes de CA, moins de 20 milliards, je pense. Fact-checker, mais moins de 20 milliards et a perdu 4 milliards parce qu'ils investissent, etc. Donc, en fait, d'un point de vue purement financier, c'est de la folie. C'est une bulle. Mais pourquoi les gens ont investi dessus? Parce qu'ils regardent les perspectives. Ils se disent que SpaceX, c'est Starlink. Starlink qui permet de donner Internet dans des zones reculées. Ils se disent, il suffit que Starlink puisse avoir, je sais pas moi, 100 millions d'abonnés et que ces abonnés puissent payer par mois $100 pour que ça représente d'office 10 milliards de dollars par mois, 120 milliards par an. Tu vois, d'office. Ils se disent, et c'est l'un des seuls acteurs capables de le faire, ils se disent aussi que il y a les robots qui vont venir. Tesla est l'un des leaders sur la robotique et qui sont capables aujourd'hui, pour beaucoup, il y aura un robot par foyer. En tout cas, les foyers qui sont développés. Donc, s'ils sont leaders dedans et qu'il y a un robot par foyer et que le robot coûte 10 000 ou 15 000 ou 20 000 dollars, si on a pour 1 million de foyers et que SpaceX est leader, c'est ça les calculs que les gens font. Donc, ils parient sur ça. Et ils parient aussi sur le fait que, on va dire, Elon Musk a prouvé qu'il était capable de faire les choses. Moi, je regarde toujours cette image avec les autres entreprises, mais surtout, moi, j'ai toujours cette image-là de quand la première fusée est partie et est redescendue. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est insane. Ouais. C'est insane. La fusée est partie et est revenue. Personne n'y croyait. Il a baissé drastiquement le coût de l'envoi de matière orbitale. Et puis réutilisable. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, on s'est dit, s'il est capable de faire ça, il a déjà tordu à plusieurs reprises
Parce qu'en fait, un entrepreneur qui réussit une fois une boîte, c'est déjà une exception. Mais qui arrive à réussir comme ça. Parce qu'on est à Tesla, on est à X. On a X, on a PayPal. On a le truc ici d'Internet, c'est quoi encore? Starlink. Adossé à SpaceX. Donc quand ils regardent ça, ils se disent, OK, ça vaut le coup, on va parier là-dessus. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a une entreprise qui est pas rentable, qui se ferait insulter ici en disant il est nul, il raconte n'importe quoi, il dit n'importe quoi parce qu'il n'est pas rentable. Mais là-bas, il est le premier trillionnaire voilà quoi, il est le premier trillionnaire. Du temps, quoi, les plus riches de tous les temps. Mais ce que tu viens de dire est important. Moi, ça me ramène quand même à l'image parce que ce que tu viens de dire, c'est que les gens parient sur la personne. C'est-à-dire que bon, les calculs peuvent donner, mais on s'est dit bon, c'est quand même Elon Musk. Hein, il a réussi à créer, à faire ce qu'il a fait avec beaucoup de réussite. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, j'imagine, qui ont parié sur la personne. Est-ce que nous, on arrive à prendre vraiment le sérieux, le branding est-ce qu'on le prend au sérieux à ce niveau-là? Parce que ça veut dire que ça joue aussi sur les marchés boursiers. En fait, c'est pour ça que je crois que je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on joue pas au même jeu. On parle d'entrepreneuriat, mais on ne joue clairement pas au même jeu. Parfois, les gens, ils sont là en train de critiquer les entrepreneurs qui écrivent sur les réseaux en disant oui, s'ils avaient vraiment une entreprise qui fonctionnerait, ils seraient pas sur les réseaux en train d'écrire. Évidemment. Oui, mais prenez Elon Musk, il est sur Twitter every day. Chaque minute. Tout le temps, il est là. Je pense que c'est même celui qui tweet les plus. Il est tout le temps là. Même Trump, toujours en tout le temps là. Et en dehors de ça, il gère 2, 3, 4, combien de boîtes il gère et à quel niveau d'intensité, et il est là. C'est pas ce qu'il sait et ce qu'il a dedans. On va dire que c'est Nia qui... Non, mais il était là bien avant 2022. Il suffit de regarder avant ChatGPT, l'explosion, il était déjà là. Et il n'était pas le seul. Prenez Gary Vee, en fait, chacun regarde par rapport à qu'est-ce qui permet à son business d'évoluer. Et aujourd'hui, une bonne partie du business, c'est l'attention, c'est la narration. C'est-à-dire que c'est le storytelling. On doit raconter une histoire. Même si on est déficitaire comme lui l'est, mais l'histoire qu'il arrive à raconter de tout ce qu'il a pu, ce jeune homme qui vient d'Afrique du Sud, qui s'est battu, qui est arrivé, qui a été moqué, qui a été pris pour un autiste, je crois qu'il doit souffrir de TDAH ou quelque chose comme ça, fact-checker. Mais voilà, c'est cette histoire-là, c'est ça qu'il vend aussi. Et c'est ça qu'en fait, on doit aussi être capable, entre guillemets, de vendre. Or, nous, ici, qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons l'historique d'un entrepreneur mendiant. C'est ça, en fait. Quand on dit à quelqu'un, entrepreneur congolais, on se dit quoi? Ah ouais, c'est un gars, il va aller dans les concours, il va chercher de l'argent, il faut lui donner de l'argent, il faut avoir pitié de lui, On n'a pas cette image de ce jeune, tu vois, quand on entend entrepreneur aux États-Unis, on se dit, ah, Mark Zuckerberg, ah, Jeff Bezos. Tu vois un peu l'image qu'on a? C'est ça. Un entrepreneur qui fait rêver. On n'en a pas. Ouais. On devait quand même y mettre, on devait réfléchir un peu dans ce sens-là. Je pense que de plus en plus, le personal branding devient... Oui, mais là, c'est d'abord un travail que j'ai envie de dire au niveau individuel, chaque entrepreneur doit faire. Sauf que le souci, c'est que l'écosystème nous étouffe sur tellement de sujets qu'on a plus de temps à gérer les trucs de la DGI et autres que d'aller commencer à écrire. Parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même manger. Il faut manger, il faut payer les datas. Donc, c'est pas aussi évident que ça, mais c'est clair que le personal branding joue beaucoup et c'est quelque chose d'extrêmement important, ouais. Je veux pas quand même qu'on clôture sans qu'on pense quand même à ces entrepreneurs là, parce que bon, finalement, marché boursier, c'est un gros sujet. Je sais que ça va changer la donne et tu l'as très 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 bien expliqué. Comment est-ce que bon voilà, c'est peut-être pour les grosses boîtes à un certain seuil, mais que bon voilà, les entrepreneurs ont un rôle à jouer à un certain niveau. Mais je veux quand même comprendre, Lynx. À ton avis, qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur devrait être en train de se poser comme question vis-à-vis de la bourse à cette heure? En voyant cette information, voilà, la bourse de Kinshasa, maintenant qu'il comprend que c'est une autre ligue et qu'il a quand même un rôle à jouer, à ton avis, si quelque chose au bout de ta tête, qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur devrait se poser comme question? Moi, je pense personnellement qu'il devrait d'abord faire des recherches sur les sujets. Parce qu'il faut d'abord comprendre les sujets avant de voir d'une manière ou d'une autre comment tu peux te lancer. Quand tu dis quel sujet là? Du bourse, marché boursier. Parce que tu peux pas vouloir investir ou te positionner dans quelque chose sans que tu ne maîtrises cette chose-là. Beaucoup de gens ne connaissent même pas le marché boursier, c'est quoi. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont apprendre même les marchés boursiers avec cette formation que nous venons d'avoir maintenant. Moi, je pense qu'il faut d'abord connaître.
faut d'abord connaître, c'est comprendre un peu le marché boursier. Parce qu'en fait, ça va être quand même aussi la question, parce qu'on est en train de parler du marché du côté des entreprises, mais on ne parle pas du côté d'une personne lambda qui vient acheter des parts des marchés. Et je peux peut-être ajouter, faire aussi des recherches et voir les pays qui ont su créer des structures de bourse et voir comment eux ils ont fait et s'en inspirer aussi. Par exemple, je vais donner l'exemple du bourse de Johannesburg, qui est la plus grande bourse d'Afrique ici. Il a fait en janvier 2026, il a affiché une capitalisation boursière de 1,27 trillion d'euros et qui compte près de 431 entreprises cotées en bourse. Afrique du Sud. Oui. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et ça c'est juste une petite information, mais si vraiment on va vraiment deep, si on creuse, si vraiment on creuse, on va découvrir beaucoup de choses qui peuvent aussi nous aider à créer cette structure-là ici chez nous. Pas nécessairement avec les moyens et avec ce qu'ils ont réussi à faire, non, mais ça peut quand même nous permettre de bien structurer notre si je peux intervenir vite fait. Oui. Je veux qu'on se mette d'accord. D'un point de vue technique, faire une bourse, c'est rien. Actuellement, il y a une banque de la place qui est, n'importe quelle banque qui est dans le top 3 actuellement et qui font suffisamment d'argent, sont capables de mettre les fonds pour créer leur bourse. Oui. Déjà, ils ont déjà des salles de marché qui existent en ce moment, qui permettent d'émettre quand même des titres de dette. Ils ont déjà fait une émission déjà. Donc, c'est pas un problème qui est technique, c'est juste que c'est comme avec la banque. C'est comme je le disais au départ. On peut se lever un matin comme ça, on est dans un coin reculé, j'ai un bâtiment, je mets un peu d'argent, je commence à collecter les dépôts et commence à faire des crédits. Mais pourquoi la réglementation? Pour protéger tout le monde, pour protéger les épargnants, protéger les gens qui prennent, etc., créer un cadre. Donc l'État met juste le cadre pour éviter les abus et autres. Mais typiquement, d'un point de vue technique, surtout en ce moment, ça coûte pas grand-chose d'avoir une place boursière. Maintenant, il y a des métiers qui peuvent naître de ça. J'ai parlé tout à l'heure des courtiers. Oui. Il y a des sociétés de courtage. Donc, ils se spécialisent que dans ça parce qu'il faut quelque part conseiller les gens en face. Et souvent, dans ces espaces, pour être courtier, il faut passer un concours, il faut être agréé. Donc ça aussi, ça peut être un business que des PME ou que des jeunes entrepreneurs peuvent lancer. Surtout ceux qui ont la fibre financière, ils peuvent se former dans ça, ils deviennent des courtiers et ils vendent des produits de la même manière qu'on a des courtiers en assurance. Bien sûr. Donc, ça aussi, c'est tout un business. Il y a aussi le business de la data derrière. Être capable de vendre des données, d'expliciter les données. Bon, maintenant avec l'IA, mais sur le principe, être capable justement de vendre des analyses techniques, etc., de la data sur des entreprises, sur certains éléments, il y a quelque chose dedans. Il y a aussi tout ce qui est donc cette data peut se vendre de plusieurs manières, notamment des newsletters spécialisés. Combien de gourous de la finance ont des newsletters spécialisés pour lesquels vous devez payer un petit forfait annuel pour avoir accès à des données, en tout cas des analyses un peu plus poussées, etc. Tout ça, c'est des business qui peuvent être mis en place autour de la bourse. Écoute, on voit un peu ce que ça va donner. Je pense que les choses vont bouger dans les prochains jours. Le dossier au niveau du Sénat. Après, ça va suivre un peu son chemin. On va continuer à suivre. Et bien sûr, si tu veux toujours être à la page de ce qui se passe autour, pas que en termes d'information, mais aussi en termes d'analyse, d'échange, de partage, de décodage des questions économiques, business, financières, sur l'entrepreneuriat, l'investissement, BTX Daily.